Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le prochain sommet de la francophonie se tiendra le 28 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. Et l'un des événements phares de ce sommet sera la succession d'Abdou Diouf au poste de secrétaire général de cette organisation. Et à ce sujet, le chef de l'État, Joseph Kabila, appelle à un consensus quant au choix du nouveau secrétaire général. C'est ce message qu'a apporté Raymond Tshibanda à Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Le 15e sommet de la francophonie prévu le 28 novembre prochain à Dakar au Sénégal sera marqué d'un événement particulier. Il s'agit de la succession du secrétaire général de cette organisation. La préoccupation du chef de l'État Joseph Kabila, président en exercice de la francophonie depuis octobre 2012, est de voir l'Afrique tout entière y aller dans l'unité. D'où ce message du président de la RDC à son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, dont Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, était porteur. Selon le patron de la diplomatie congolaise, il était question de faire le point pour que le sommet de Dakar fasse l'objet d'un consensus concernant la candidature de l'Afrique à ce poste. Après ces échanges fructueux avec le président Denis Sassou Nguesso, Raymond Tshibanda s'est entretenu avec Henri Lopez, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Actuellement, Henri Lopez est ambassadeur de la République du Congo en France. Auparavant, le ministre Raymond Tshibanda avait reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo. Ce dernier était porteur d'un message du chef de la diplomatie iranienne à son homologue congolais. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le président de la République, Joseph Kabila, accomplit sa promesse en faveur des rescapés du carnage qui a eu lieu à Béni et des ex-otages de l'ADF. Ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres telle qu'est promis lors de son récent séjour dans cette partie du pays. La distribution symbolique de cette assistance humanitaire est intervenue mercredi dans la cité d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni. C'est le ministre provincial du Nord Kivu en charge de l'agriculture et du développement rural, Carline Jean-Kativita, qui a acheminé cette assistance humanitaire du chef de l'État pour déplacer des Ringeti, Aïmoya, Koko et Mandesi. La distribution symbolique a eu lieu en cité d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, en présence des bénéficiaires et autres témoins, dont les animateurs de la société civile. Au total, 700 ménages et 180 ex-otages de CDS Malou libérés par les FRDC ont bénéficié chacun d'une quantité de vivres et non-vivres. À la grande satisfaction de tous, Joseph Kabila l'avait promis il y a quelques jours à Béni que le gouvernement devrait le plus tôt possible assister les compatriotes victimes des atrocités en ville et territoire de Béni. Désormais, chose faite. Cependant, les bénéficiaires qui remercient vivement le président de la République pour ce geste si louable éprouvent encore d'énormes difficultés. Ils occupent encore des salles de classe et d'autres hébergés dans des familles d'accueil. Les compatriotes des produits de presque tout exigent le rétablissement de la paix dans leur village d'origine. Une demande dont la réponse commence à être donnée progressivement après le séjour du chef de l'État de Kabila à Béni. La sécurité revient et l'inquiétude s'éloigne petit à petit avec la présence des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déployés en ville comme dans les fins fonds à la recherche de l'ennemi. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé5. Insécurité dans la province du Nord Kivu, des masques commencent à tomber après le massacre de plus d'une centaine de civils à Béni. Le gouverneur de cette province parle d'une rébellion en gestation. Le groupe serait entretenu par un notable de Béni en la personne d'Antipas Mboussa Nyamwisi. Révélation faite ce mercredi devant la presse. Au Nord Kivu, on n'a pas souvent parlé, et personnellement je n'ai pas souvent parlé de Moussa. Moussa a été invalidé le 15 juin 2013. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi il est invalidé. Et je vous dis officiellement aujourd'hui que s'il a été invalidé, c'est à la suite de ses acquaintances avec les M23. Il a fait des voyages à l'Est ici. L'équipe d'avance que son groupe a envoyé à Bunagana était constituée de Roger Lumbala. Quand les M23 prirent la ville de Goma, quels sont les gens qui ont fêté à Goma? Quels sont les gens qui ont habité la résidence officielle à Goma? Quels sont les gens qui ont fêté à Butembo et à Béni? Mais on doit vous le dire. N'est-ce pas les gens qui ont été quand même? Parce que vous voulez que aujourd'hui je vous dise la vérité.
C'est eux qui ont fêté parce qu'effectivement, ils s'attendaient à ce que l'entreprise allait être réalisée et les chefs viendraient régner sur vous, peut-être les morts. On a pris la ville de Goma, il n'a rien dit. On a tué les gens à Rutshuru et à Nyiragongo, il n'a rien dit. Les M23 menacés, il n'a rien dit. Ce n'est que quand on est arrivé à Beni et après avoir attrapé les bureaux chez les autres que j'étais informé il y a une semaine. Ça doit être révélateur de quelque chose. Et si certains fils de cette province se révèlent être dans des entreprises criminelles, on doit les dénoncer. Et ce n'est pas appartenir à une communauté. Lorsqu'on dénonce à l'intérieur de cette communauté, les enfants égarés. Et puis affaire Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Badibanga, représentant du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, plaide pour la condamnation de l'ancien vice-président congolais. Et selon l'agence de presse Hirondelle, ce représentant a estimé mercredi que la preuve a été apportée que les soldats qui ont commis des atrocités en Centrafrique ont été sous l'autorité et le commandement effectif de Jean-Pierre Bemba. Une journée marquée par de longs témoignages étayant les 5 chefs d'accusation qui pèsent contre Jean-Pierre Bemba, notamment viol, meurtre et pillage. L'accusation a joué son va-tout pour peser de tout son poids sur la décision des juges dans la dernière ligne droite de l'un des si longs procès de la CPI. Le représentant du bureau du procureur plaide pour que l'accusé soit reconnu responsable et coupable de crimes commis par ces hommes. Dans sa plaidoirie, Jean-Jacques Badibanga soutient que Jean-Pierre Bemba avait le pouvoir d'empêcher ces hommes de commettre des crimes ou au moins de les sanctionner dès le premier jour. Par ailleurs, la défense a toujours soutenu depuis 2012 que le président du MLC, depuis son quartier général à Guadolite, ne pouvait contrôler les mouvements de ses soldats sur place en Centrafrique, encore moins les condamner. Ce jeudi, au terme de l'audition des arguments oraux de la défense, les juges devraient se retirer pour délibérer. Dans l'entretemps, à côté de cette affaire principale, Jean-Pierre Bemba est également accusé, avec 2 de ses avocats, un député de son parti et un témoin, de fabrication de preuves et de subornation de témoins. Parlons du virus Ebola à présent, la barre de 5000 victimes a été franchie selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Ces statistiques datent du 9 novembre et ont été publiées mercredi. Et elles apportent que sur 14 098 000 cas enregistrés, 5 160 personnes sont mortes de l'épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola. 5 160 morts pour 14 098 cas enregistrés. C'est en somme ce que renseigne ce nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, rapport actualisé depuis le début de la semaine en cours. Entre-temps, les 3 pays les plus touchés d'Afrique continuent, eux, de se battre sans relâche et certains donateurs promettent des financements. Dans ce combat, les résultats promettent également, à l'exemple de l'annonce lundi dernier de l'ONG Médecins sans frontières qui a annoncé pour la première fois, depuis le début de l'épidémie, une diminution du nombre de patients d'Ebola dans ces centres de soins au Libéria. Sauf seulement, ce déclin du nombre de cas pourrait n'être que temporaire, comme il a été à 2 reprises en Guinée, avant d'être suivi d'une reprise de l'épidémie. Cependant, d'autres pays enregistrent de nouveaux cas. Au Mali, par exemple, 2 personnes, un ressortissant guinéen et un infirmier malien qui l'avait soigné, sont mortes du virus ce dernier jour dans une clinique de Bamako. Un médecin malien considéré comme un cas suspect après avoir été en contact avec ces 2 cas a été mis en observation et plusieurs dizaines de personnes placées en quarantaine. En Sierra Leone, 2e pays le plus touché, où l'épidémie progresse le plus rapidement, en particulier dans la région de la capitale Freetown, la situation restait préoccupante, avec une sous-estimation chronique du nombre de cas et de morts. En Guinée-Bissau, qui a fermé ses frontières avec la Guinée-Conakry, une équipe de l'OMS comprenant des médecins venus du Portugal et du Brésil était en mission pour évaluer le système de santé et les capacités du pays à faire face à Ebola, selon le ministère de la Santé. Aux États-Unis, où 2 infirmières désormais guéries ont été contaminées par Ebola, des milliers d'infirmières ont observé mercredi une journée d'action afin de demander des équipements sûrs et une vraie formation contre le virus.
Au Burkina Faso, c'est peut-être ce jeudi que toutes les parties aux négociations vont se décider sur celui qui va prendre la tête de la période de transition sur la suite des négociations entre l'armée, l'opposition, la société civile et les religieux sur un possible accord sur le projet de charte de transition, lequel projet devra être validé par la haute hiérarchie de l'armée, notamment le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'actuel homme fort du pays. Et en sport, les léopards de la RDC continuent à affûter leurs armes en prévision de la rencontre de ce samedi face aux Lions indomptables du Cameroun. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 à Yaoundé où se préparent les fauves congolais. L'effectif à fiche complet. Robert Kidiaba, Joël Kimwaki et Jean Kassoussoula sont les derniers à fouler le sol camerounais. Et pendant ce temps, la rédaction sportive de Télé 50 a jugé bon de faire vivre les talents des internationaux congolais, à savoir Nesquens Kebano et Junior Kabananga. À Yaoundé, ils sont au total 23 retenus, avec pour mission unique ramener un bon résultat, un nul, à défaut d'une victoire, pour ainsi faciliter la course à la qualification pour la CAN 2015. 2 de ces 23 se sont révélés à la face du monde lors du match Côte d'Ivoire-RDC. Il s'agit de Nesquens Kebano, joueur de Charleroi, et Junior Kabananga, du club Bruges, tous deux sociétaires de la Super League, le championnat belge de première division. Ils sont en tout cas en forme, et plus qu'en forme même. Pour preuve, c'est doublé signé Kebano face à Lokeren. Sur cette action amorcée par lui-même, il sert son coéquipier qui lui retourne les ballons. De la tête, il marque son premier but. Qui donne ce ballon intelligemment à l'ouverture du score. Touché dans son dernier geste par le gardien, l'international congolais Kebano arrive tout de même à glisser sa tête pour le premier but. Une action similaire, cette fois à seconde mi-temps, viendra sceller complètement la victoire de son équipe et confirmer sa bonne forme. Là encore, les natifs de la RDC s'est illustré de la tête et y marque. En fouillant ces images, on s'est rendu compte que ses dernières prestations ont été brillantes dans son championnat. Contre Charleroi, il a fait de même. Nesquens Kebano a également frappé fort en signant un autre doublé. L'homme est vraiment en forme. En forme, c'est également Junior Kabananga, auteur du plus beau but de la 4e journée. Sinon, les 6 éliminatoires, c'était face à la Côte d'Ivoire. Sur une retournée acrobatique devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, Kabananga a prouvé son choix en sélection congolaise. Et ses buts somptueux en Super League en est encore une illustration qu'il adore marquer en pareille circonstance. Début des classes en éclat et proprement enveloppé, c'est son style, même son rythme. L'on espère qu'il mettra en profit toutes ses qualités ce samedi afin de permettre à la République démocratique du Congo de mettre en difficulté les Lions indomptables du Cameroun. Et sachez qu'après la disqualification des Lions de l'Atlas du Maroc par la Confédération africaine de football, l'heure est à la recherche d'un nouveau pays pour l'organisation de la compétition. Pas de rumeur à cet effet, c'est ce vendredi que sera connu le remplaçant du royaume chérifien, a indiqué le président de la CAF, Issa Yatou, l'a déclaré au cours d'une interview exclusive accordée à la chaîne française iTélé au sortir de la réunion du comité exécutif de l'instance suprême du football africain. Et selon d'autres sources, la co-organisation est possible entre l'Égypte et le Soudan. L'Angola et le Gabon sont aussi en lice. Voilà, fin de ce journal. On se retrouve tout de suite pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des